The Department of Justice releasing its remaining documents from the Jeffrey Epstein investigation. Deputy Attorney General Todd Bland saying the records will be posted throughout the day, including more than 2,000 videos, more than 180,000 images, some of the material so explicit you have to verify being an adult before you can actually access it. Many of Epstein's survivors have been publicly pushing for years to have these documents come out, but it took a law passed with near unanimous support in Congress to finally bring. Vendredi, en fin d'après-midi, dans le Salon Ovale, Donald Trump s'est présenté devant la presse pour commenter ce qui, officiellement, n'aurait dû être qu'une simple formalité administrative. Quelques heures auparavant, le ministère de la Justice avait rendu public environ 3 millions de pages relatives au dossier de Jeffrey Epstein. Cette annonce était considérée comme la première étape d'un processus plus vaste, incomplet et encore sujet à révision. Malgré tout, Trump a décidé de s'exprimer en personne. Il n'a pas délégué. Il n'a pas laissé un porte-parole s'expliquer. Il s'est lui-même placé au centre de la scène. La conférence de presse a été retransmise en direct par des chaînes telles que CNN, MSNBC et Fox News. Au début, l'ambiance semblait maîtrisée. Des questions techniques, des références vagues au volume des documents. Aucune lecture consolidée pour l'instant. Mais il n'a fallu que quelques minutes pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une mise à jour institutionnelle ordinaire. Trump ne s'est pas exprimé comme quelqu'un commentant une décision du ministère de la Justice. Il s'est exprimé comme quelqu'un qui se sentait personnellement menacé par cette décision. Au lieu d'expliquer ce qui avait été divulgué, Trump a répété à plusieurs reprises que les dossiers ne contenaient rien à son sujet. Il a déclaré qu'il se sentait justifié. Il a déclaré que le ministère de la Justice perdait son temps. Il a déclaré que l'affaire Epstein devait être classée afin que l'institution puisse s'occuper de choses plus importantes. Tout cela avant que les journalistes aient eu le temps d'analyser le contenu divulgué, avant qu'un inventaire public ne soit disponible, avant qu'il y ait un consensus minimal sur ce que contenaient réellement ces 3 millions de pages. À un moment précis de la conférence de presse, Trump a décidé de nommer les personnes qui, selon lui, apparaissaient dans les documents. Il a cité Bill Clinton, il a cité Bill Gates, il a parlé d'autres personnes. Mais il a insisté à plusieurs reprises sur le fait que son nom n'apparaissait pas de manière significative. Cette affirmation a semblé étrange à ceux qui suivent l'affaire depuis des années. Des rapports judiciaires, des témoignages et des dossiers du FBI avaient déjà fait état de milliers de références au nom de Trump dans des documents liés à Epstein. Pourtant, là, dans le bureau ovale, il parlait comme si la question était close. Le ton est passé de défensif à plus erratique lorsque Trump a introduit une nouvelle histoire. Il a déclaré que Jeffrey Epstein aurait conspiré contre lui avec le journaliste Michael Wolff. Il n'a présenté aucun document. Il n'a cité aucune date précise. Il a simplement affirmé qu'Epstein et Wolff auraient travaillé ensemble pour lui nuire politiquement et l'aider à perdre l'élection. La phrase a été prononcée naturellement, presque comme un détail secondaire, mais le poids institutionnel de cette affirmation était énorme. Un président accusant un criminel décédé et un journaliste en activité de conspiration politique à l'intérieur de la Maison-Blanche, sans présenter aucune preuve. La situation est devenue encore plus révélatrice lorsqu'un journaliste a posé une question sur Trevor Noah. La veille, lors de la cérémonie des Grammy Awards, diffusée par CBS, Noah avait fait une blague impliquant des personnalités puissantes associées à l'univers d'Epstein. Rien d'inhabituel pour une cérémonie qui utilise historiquement l'humour politique. Trump, cependant, a réagi comme s'il était formellement accusé. Il a déclaré n'avoir jamais mis les pieds sur l'île d'Epstein. Il a qualifié Noah de présentateur médiocre. Il a comparé sa performance aux Grammy Awards à celle de Jimmy Kimmel à d'autres occasions. Au milieu de sa réponse, il a fait référence à Epstein en l'appelant Jeff.
Ce détail est passé presque inaperçu sur le moment, mais a attiré l'attention par la suite. Trump utilise rarement des diminutifs ou des surnoms lorsqu'il veut marquer une distance. Dans cette réponse, le nom est sorti avec une intimité automatique. Jeff, pas Epstein. Pas ce type, Jeff. Pour ceux qui ont déjà assisté à des dizaines de conférences de presse, d'interviews et de discours, cette erreur semblait moins être une stratégie qu'une habitude. Après la conférence de presse, Trump n'a pas fait marche arrière. Au contraire, tout au long de la journée, il a publié une série de messages sur ses réseaux sociaux. Il a réaffirmé qu'il n'était pas ami avec Epstein. Il a déclaré que les démocrates utilisaient cette affaire comme une arme politique. Il a affirmé que presque toutes les personnes impliquées étaient des démocrates et des donateurs du parti. Il a répété qu'il n'avait jamais mis les pieds sur l'île. Aucune de ces publications ne faisait directement référence au contenu des documents. Il s'agissait d'une défense préventive, construite davantage sur l'attaque que sur l'explication. Pendant ce temps, les journalistes ont commencé à faire ce qu'ils font habituellement après une divulgation de ce type. Compter les pages, comparer les versions, croiser les références. Et une question simple a commencé à circuler avec plus de force que toute accusation directe. Si 3 millions de pages avaient été divulguées, où était le reste ? D'anciennes estimations, basées sur des procédures judiciaires et des registres administratifs, indiquaient que l'ensemble des documents liés à Epstein pouvaient atteindre des dizaines de millions de pages. Il n'y avait aucune explication claire sur ce qui serait laissé de côté, ni sur la date à laquelle de nouvelles divulgations auraient lieu. C'est à ce moment-là que l'épisode a cessé d'être une simple conférence de presse confuse, pour devenir une source de malaise pour les institutions. En déclarant que le ministère de la Justice devait passer à autre chose, Trump ne se contentait pas de se défendre. Il suggérait en fait que le processus de divulgation devait être clos avant même d'être compris. Non pas comme un ordre formel, mais comme un signal politique émis depuis le lieu le plus puissant du pays. Tout cela ne s'est pas produit dans le vide. Le discours dans le bureau ovale, la réaction aux Grammy Awards, les publications sur les réseaux sociaux et le manque de clarté sur le reste des documents ont formé une séquence difficile à ignorer. Non pas parce qu'ils indiquaient une issue spécifique, mais parce qu'ils révélaient un malaise visible face à l'existence même du processus. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui a été dit dans cette salle. Il a commencé là, mais s'est rapidement propagé à l'extérieur, créant un bruit institutionnel qui était encore loin de se dissiper. Au fil des heures, alors que le contenu de la conférence de presse commençait à être décortiqué en dehors du circuit immédiat des gros titres, l'attention s'est détournée du comportement de Donald Trump pour se concentrer sur ce qui se passait réellement au sein des institutions. Il ne s'agissait plus d'une discussion sur le style ou la rhétorique. Ce qui a commencé à attirer l'attention, c'est la façon dont les différents rouages du système semblaient être tirés vers la même zone de friction, même sans coordination explicite. Le ministère de la Justice, par exemple, n'a jamais présenté la publication des 3 millions de documents comme un acte définitif. Au contraire. Dans des communiqués techniques, l'organisme a indiqué qu'il ne s'agissait que d'une première étape, résultat de révisions internes encore en cours. Le problème est que ce message institutionnel a été complètement éclipsé par l'intervention directe du président. Lorsque Trump déclare publiquement que le ministère de la Justice devrait aller de l'avant, il ne se contente pas d'émettre une opinion. Il modifie l'environnement dans lequel les procureurs, les fonctionnaires et les analystes juridiques opèrent, même si aucune instruction formelle n'est donnée. C'est là que le contexte juridique commence à peser. Le Epstein Transparency Act, adopté après des années de pression publique et articulé par des parlementaires de différents horizons tels que Thomas Massie et Ro Khanna, a été conçu précisément pour éviter les décisions opaques et les divulgations sélectives. L'idée centrale de la loi était simple en théorie, mais difficile à mettre en pratique,
garantir la transparence sans exposer les victimes et sans permettre d'ingérence politique dans le rythme ou le contenu des divulgations. Lorsque le président anticipe le débat et déclare que les documents l'exonèrent, il passe outre l'esprit même de la législation qui fonde la procédure. Cette tension est devenue encore plus évidente lorsque des informations ont commencé à circuler selon lesquelles une partie des documents divulgués contenait des informations trop sensibles, notamment des données pouvant conduire à l'identification indirecte des victimes et des survivants. Les avocats liés à ces personnes ont réagi rapidement. Des requêtes d'urgence ont été déposées devant les tribunaux fédéraux de New York, ramenant sur le devant de la scène des personnalités telles que le juge Richard Berman, qui était déjà intervenu à des moments critiques de l'affaire Epstein dans le passé. L'argument était clair. La transparence ne peut signifier une négligence institutionnelle. Pendant ce temps, un autre fil narratif commençait à s'entremêler avec l'affaire. Des reportages d'investigation ont commencé à exhumer d'anciennes communications entre Jeffrey Epstein et Steve Bannon, stratège politique qui a joué un rôle central dans la campagne de Trump en 2016 et, pendant un certain temps, au sein même de la Maison-Blanche. Des messages datant de 2019, quelques mois avant l'arrestation d'Epstein, montrent des conversations sur la reconstruction de l'image, le discours public et la gestion de crise. Il ne s'agissait pas d'accusations nouvelles, mais le moment où elles ont recommencé à circuler leur a donné un poids différent. Presque au même moment, Trump a recommencé à mentionner Steve Bannon sur ses réseaux sociaux, ce qu'il ne faisait plus très souvent. Pour les observateurs attentifs, cette coïncidence ne semblait pas fortuite. Dans un contexte de crise politique, les signes publics d'alignement fonctionnent souvent comme des messages internes, tant pour les alliés que pour les dissidents potentiels. Rien de tout cela ne prouve qu'il y ait eu coordination, mais cela aide à comprendre pourquoi l'environnement institutionnel est devenu plus tendu à mesure que différents éléments du passé refaisaient de surface. L'implication indirecte des médias de divertissement dans ce scénario ne peut pas non plus être ignorée. La blague de Trevor Noah aux Grammy Awards, diffusée par CBS, a pris une importance qu'elle n'aurait jamais eue seule. En réagissant comme il l'a fait, Trump a fini par insérer un événement culturel dans un débat juridique et politique très sensible. Cela a amplifié la portée de la controverse et a amené des publics qui ne suivent normalement pas les décisions du ministère de la Justice à discuter de l'affaire Epstein à partir d'une cérémonie de remise de prix musicaux. Ce mélange de sphères a créé un effet curieux. Pour certains secteurs de l'establishment juridique, le plus grand risque ne résidait pas dans le contenu spécifique des documents, mais dans l'érosion progressive des frontières institutionnelles. Lorsque le président commande des enquêtes, réagit à des blagues télévisées, attaque des parlementaires impliqués dans la législation et suggère la clôture de procédures en cours, tout cela dans le même laps de temps, le système fonctionne alors dans un bruit constant. Vers la fin de cette série d'événements, un autre élément a contribué au sentiment de convergence institutionnelle. Trump a de nouveau attaqué publiquement Thomas Massie, l'un des co-auteurs de l'Epstein Transparency Act, en utilisant des arguments personnels et politiques qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le fond de la loi. Pour de nombreux analystes, cette attaque n'était pas seulement rhétorique. Elle était le signe que le processus de transparence, bien qu'approuvé par le Congrès, continuait d'être considéré comme une nuisance directe pour le pouvoir exécutif. Il en a résulté un scénario dans lequel aucune institution ne semblait agir de manière isolée. Le ministère de la Justice faisait face à une pression politique implicite. Le pouvoir judiciaire recevait des demandes urgentes pour limiter les dommages collatéraux. Le Congrès voyait ses propres auteurs de loi être attaqués. Les médias mélangeaient divertissement, enquête et couverture politique en temps réel. Tout cela sans qu'il y ait, jusqu'à ce moment-là, de décisions définitives ou de voies clairement tracées. C'est précisément pour cette raison qu'il est important de suivre ce type d'épisode de manière continue. Il ne s'agit pas de rechercher un moment décisif unique, mais de comprendre comment chaque mouvement modifie l'équilibre de l'ensemble.
Dans de tels contextes, la compréhension ne vient pas d'un document isolé ou d'un discours spécifique, mais de l'observation persistante de la manière dont les institutions réagissent lorsqu'elles sont soumises simultanément à des pressions politiques, médiatiques et juridiques. Au fil du temps, cet épisode a cessé d'être considéré comme une simple succession de déclarations controversées pour être perçu comme un exercice prolongé de résistance institutionnelle aux États-Unis. À ce moment-là, aucune interprétation prédominante ne s'était imposée. Ce qui s'était établi, c'était un champ d'analyse simultané qui, bien qu'ancré dans les mêmes faits objectifs, conduisait à des conclusions provisoires différentes. Cette multiplicité d'interprétations n'était pas accessoire. Elle reflétait elle-même le degré d'indéfinition qui caractérisait cette période. Parmi les juristes qui suivent l'affaire Epstein depuis ses premiers développements dans le domaine civil, une interprétation s'est imposée en suggérant que la position de Donald Trump représentait une tentative d'anticiper le cadre public avant que les procédures institutionnelles ne puissent s'approfondir. Il ne s'agirait pas d'une ingérence directe dans les procédures, mais d'un geste préventif sur le plan narratif. En déclarant publiquement son innocence dans le bureau ovale, en minimisant la pertinence des documents divulgués et en suggérant au ministère de la Justice de clore l'affaire, Trump aurait cherché à établir un point de départ discursif avant que les procureurs, les magistrats et la presse spécialisée ne puissent analyser le matériel avec plus de rigueur. Dans cette lecture, l'accent n'est pas mis sur un discours isolé, mais sur le précédent symbolique que ce comportement tend à produire. D'autres analystes, cependant, rejettent cette approche plus systémique. Pour eux, Trump n'a fait que reproduire un modèle déjà connu de communication conflictuelle, déclenché chaque fois qu'il est associé à une controverse. Selon cette perspective, l'erreur serait d'attribuer un impact institutionnel excessif à des déclarations qui, dans la pratique, ne modifient pas les procédures formelles ni ne suspendent les obligations légales. Le ministère de la Justice, selon cette interprétation, continuerait à fonctionner dans ses propres limites techniques, indépendamment du bruit politique généré dans le discours public. Le pouvoir judiciaire fédéral s'est également imposé comme l'un des points centraux de ce conflit d'interprétation. Les requêtes d'urgence, présentées par les avocats des victimes et des survivants, ont relancé d'anciennes discussions sur les limites entre transparence et protection individuelle. Des magistrats, tels que Richard Berman, qui avait déjà été confronté à des décisions complexes impliquant Epstein lors de phases précédentes, ont de nouveau été cités comme arbitres potentiels d'un dilemme délicat. D'un côté, la pression en faveur d'une large divulgation s'intensifiait. De l'autre, le risque concret de causer des dommages irréversibles à des personnes qui avaient déjà été exposées et retraumatisées lors des étapes précédentes du processus demeurait. Jusqu'alors, aucun consensus clair ne se dessinait sur la manière d'équilibrer ces deux exigences sans compromettre l'une d'entre elles. Dans le milieu politique, les réactions continuaient à s'organiser de manière fragmentée. L'attaque publique de Trump contre Thomas Massie, l'un des co-auteurs de l'Epstein Transparency Act, a été interprétée de différentes manières. Pour certains parlementaires, il s'agissait d'une représaille directe contre quelqu'un qui avait contribué à rendre juridiquement possible la divulgation des archives. Pour d'autres, il ne s'agissait que d'un nouvel épisode de friction interne au sein du Parti républicain, sans effet concret sur l'avenir de la législation. Néanmoins, le fait qu'un instrument créé pour réduire l'opacité institutionnelle devienne l'objet d'une dispute personnelle n'a pas manqué d'attirer l'attention. La récurrence du nom de Steve Bannon dans les discussions a ajouté une autre couche de complexité au scénario. Les messages échangés avec Epstein en 2019, déjà connus grâce à des reportages précédents et désormais revisités, ont ravivé les questions sur la manière dont des figures centrales de la scène politique ont géré en coulisses l'image publique d'Epstein, même après ses premières condamnations. Pour certains analystes, cet élément renforce l'impression que l'affaire dépasse la dimension d'un scandale individuel et expose des réseaux d'influence qui traversent la politique, les médias et le pouvoir économique.
pour d'autres, ces connexions étaient déjà connues et leur réapparition ne modifie pas de manière substantielle le cadre juridique actuel. Les médias ont de nouveau joué un rôle ambigu dans ce processus. La réaction de Trump à la blague faite par Trevor Noah lors de la cérémonie des Grammy Awards diffusée par CBS a continué d'être citée comme exemple de la manière dont les manifestations culturelles sont devenues des déclencheurs politiques. Certains critiques ont interprété cette réponse publique comme le signe d'une sensibilité exacerbée, presque défensive. D'autres ont soutenu que, dans un écosystème d'attention permanente, ignorer ce type de mention pourrait être interprété comme un aveu implicite, rendant la réaction politiquement difficile à éviter. Alors que ces interprétations s'accumulaient, un débat parallèle prenait de l'ampleur. Des reportages d'investigation, tels que ceux publiés par le Wall Street Journal sur des investissements impliquant World Liberty Financial et les autorités des Émirats arabes unis, ont commencé à être analysés dans le même contexte politique. Le nom de Tahnoun bin Zayed a émergé dans ce contexte, amplifiant les discussions sur les conflits d'intérêts potentiels et la perméabilité entre les décisions de l'État et les intérêts privés. Trump a affirmé n'avoir aucune connaissance directe de ces opérations, attribuant leur conduite à des membres de sa famille. Mais cette explication n'a pas suffi à mettre fin au débat public. Ce qui rendait le scénario particulièrement instable était l'absence d'une issue clairement visible. Il n'y avait pas de calendrier défini pour la publication de nouveaux documents. La quantité réelle de documents encore tenus secrets n'était pas claire. Il n'y avait pas non plus de décision judiciaire définitive sur les demandes de restriction présentées par les avocats des victimes. De plus, la manière dont le ministère de la Justice réagirait en dernier ressort à la pression politique implicite restait indéfinie. Chaque acteur semblait agir selon sa propre logique institutionnelle, sans coordination explicite, mais influencé par le même champ de force. Selon les analystes institutionnels, c'est précisément dans des contextes comme celui-ci que les systèmes démocratiques révèlent à la fois leurs faiblesses et leurs mécanismes de défense, non pas par des ruptures abruptes, mais par une succession de tensions graduelles qui mettent à l'épreuve les normes, les procédures et les coutumes. À ce stade, l'affaire Epstein fonctionnait moins comme un processus clos que comme un miroir dérangeant, reflétant la manière dont le pouvoir, la mémoire institutionnelle et les disputes politiques restent intimement liés, de manière difficile à dissocier. Rien n'indiquait que le débat était sur le point de se terminer. Au contraire, la possibilité que de nouveaux documents apparaissent, que des décisions judiciaires modifient le rythme du procès et que de nouvelles déclarations déplacent à nouveau l'attention du public restait ouverte. Dans de tels scénarios, comprendre les enjeux exige plus que de suivre un seul épisode. Il faut observer la continuité, les retours inattendus et les accumulations qui se forment au fil du temps. C'est grâce à ce suivi attentif et persistant que les développements institutionnels commencent progressivement à devenir compréhensibles.